J'ai écrit le livre Qui crée l'argent, qui est disponible sur Amazon. J'ai acheté du style des briquets, des trucs comme ça. Bon, jamais de drogue, mais des briquets, je les revendais. Enfin, j'achetais en masse et je les revendais. La crypto, c'est vraiment ce qui m'a fait exploser. Et quand tu es libre financièrement, tu es un peu plus confortable. Donc, tu peux passer le temps que tu as besoin pour te former et développer des projets. Le plus important, c'est vraiment passer à l'action. Salut à tous et à tous et bienvenue sur le podcast Sans Filtre. Aujourd'hui, on va parler d'investissement, de crypto-monnaie et aussi de l'écosystème d'Épine avec comme invité Elliot EPF. Elliot, on est ravi de t'avoir aujourd'hui pour cet épisode. Merci. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais brièvement? Ouais, carrément. Je m'appelle Elliot, j'ai 25 ans, je suis expatrié en Estonie depuis bientôt 2 ans et demi. J'ai commencé dans le milieu de la crypto-monnaie, j'ai fait pas mal d'argent, donc j'ai pu m'expatrier. On va dire aujourd'hui, j'évolue entre le milieu de la startup et le milieu de la crypto, qui font des parfaites synergies sur la partie private equity, prendre des parts dans des sociétés qui ont un token derrière. Donc j'essaie de jouer un petit peu sur tous ces tableaux-là. Et puis je me spécialise aussi sur la partie d'Épine, donc les infrastructures décentralisées, parce que je suis investisseur dans des sociétés là-dedans. Et puis aussi, petit dernier point, je fais ma petite pub. J'ai écrit le livre Qui crée l'argent, qui est disponible sur Amazon. J'ai fait quasiment 1000 ventes en un peu moins de 2 ans. Donc c'est cool, il est très bien référencé, de très bons retours. Hop. Avant de commencer l'épisode, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description, ce qui permettra de savoir comment passer de 0 à 100 abonnés sur YouTube. Maintenant, on va passer sur l'ordre chronologique des choses, donc l'enfance. Est-ce que tu aurais un souvenir marquant de ton enfance qui te représente ou qui a joué un rôle dans l'entrepreneur que tu es maintenant? Justement, quand tu parles de ce mot entrepreneur, je me suis jamais considéré entrepreneur avant de m'expatrier. C'est-à-dire que dans l'enfance, on va dire, j'étais plutôt introverti et je faisais mes trucs dans mon coin. Et puis petit à petit, je sais pas, peut-être parce que justement j'avais ce côté introverti et je voulais trouver une source peut-être d'inspiration ou je ne sais quoi. Je regardais des vidéos à l'époque, il y avait Théophile Hélier. Donc vraiment Théophile Hélier, c'était un des précurseurs à faire des vidéos, à parler de tout ça. Maxence Rigotier aussi. Du coup, les premiers entrepreneurs qui gagnaient de l'argent différemment, voilà, je suis tombé dessus et puis je passais mes soirées à regarder ça après l'école. Je sais plus exactement quel âge j'avais, peut-être 14, 15, 16 ans, je sais pas. Mais je regardais à fond ça. Je voulais pas forcément entreprendre, mais je regardais comme une série Netflix en mode putain, c'est trop bien, c'est trop bien. Et puis tu vois, donc je pense que j'ai grandi avec ça et aujourd'hui c'est marrant si on regarde un peu mon livre, si tu veux, il a un peu les mêmes couleurs et un peu le même design que Théophile Hélier. À sa façon, mais en gros, tu regardes sur Amazon, aujourd'hui, je le concurrencie entre guillemets en termes d'image, en termes de nombre de ventes, etc. Donc cette personne que j'idéalisais, aujourd'hui, voilà, on se côtoie sur Amazon en termes de livres. Ouais, bien sûr. Et quel type de personne t'étais au lycée? Lycée, ouais, pareil, introverti, puisqu'en gros, j'avais plein d'acné, donc vraiment beaucoup de boutons, beaucoup de rougeurs, etc. Donc il y avait, tu te renfermes un petit peu sur toi-même, même si je pense que aujourd'hui ça me sert aussi d'avoir ce truc d'ignorer les personnes qui sont pas en accord avec toi, donc que ça soit des critiques ou aujourd'hui même des critiques business où t'évolues pas de la même façon que les autres. Donc voilà, plutôt introverti et je faisais mes trucs dans mon coin tout seul, quoi. Ok. Tu faisais quel type d'études exactement? Tu as fait des études supérieures ou tu t'es mis à un job où tu as fait une entreprise directement? Ouais, du coup j'ai fait bac S, très bon, hein, genre SVT, je crois, je suis sorti avec 18. Maths, pareil, peut-être 14, un truc comme ça. Enfin, j'avais une mention bien, je crois. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai compris que je comprenais rapidement ce qu'on attendait de moi. Du coup, en bon soldat, j'ai continué à faire tout ce qu'il fallait. Après, je voulais évoluer, on va dire, dans le domaine sportif. J'étais très sportif à l'époque et on va dire aujourd'hui j'y reviens. Peut-être qu'on abordera le sujet, mais je me fais coacher par un biohacker qui fait des trucs assez extrêmes. Et du coup, naturellement, vers la fac de sport. Donc, j'ai fait 3 ans de fac de sport et arrivé à la 3e année, il me fallait un challenge d'un point de vue psychologique, en mode il me faut un truc qui me stimule. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, école de commerce, il y a rien de mieux. Pour autant, c'était un peu une désillusion, mais ça m'a bien servi.
Et du coup, pour terminer sur l'école de commerce, je suis parti à un mois de la fin pour dire ciao, j'ai pas besoin du diplôme. Donc, je me suis assis sur un bac plus 5 parce que je générais déjà pas mal d'argent à l'époque. Ouais, ok. Et à cette époque, c'était vraiment le sport ta priorité ou tu commençais à avoir d'autres rêves liés à l'entrepreneuriat ou par exemple à avoir d'autres choses, mais vraiment quelque chose qui t'habitait? Euh, je sais pas, je voulais me sentir peut-être... bon, c'est un peu débile de dire ça et beaucoup de gens le disent mais n'agissent pas forcément, mais de se sentir peut-être un peu au-dessus, une supériorité, je sais pas de quelle façon. Mais du coup, sport, oui, mais je voulais prendre de l'importance dans des projets du style, alors je sais plus en quelle année, mais j'avais organisé, enfin j'étais manager de tous les bénévoles sur la Red Bull Air Race à Cannes. Donc c'était une course d'avion à Cannes au sud de l'eau. J'étais manager des bénévoles alors que j'avais 20 ans. Je manageais des mamies de 60 ans de tous âges quoi. Donc je me suis retrouvé un peu en mode ok, parce qu'à la fac de sport on devait faire du bénévolat. T'avais plein de gars qui prenaient des courses du style des marathons, des trucs comme ça un peu ennuyants. Moi je me suis dit bon tu sais quoi, on va aller target le truc le plus dur au monde entre guillemets. Et puis je me suis dit vas-y let's go, tu sais quoi, j'ai rien à perdre. Je me suis retrouvé au milieu, je savais pas quoi faire et voilà, mais c'est comme ça qu'on apprend en se prenant des claques, en prenant de l'expérience partout, quoi. Ouais, c'était au fond de toi quand même, je pense, le côté entrepreneur et de faire pas mal de choses. Et du coup, tu as commencé parce que tu dis que tu générais des revenus et après, tu n'as pas continué tes études supérieures. Et t'as commencé par quoi pour générer des revenus, comme tu nous as dit? Alors, au tout début, même si on remonte très loin, je construisais du style des pâtes à tort, des serbacanes, des trucs comme ça que je revendais. Au final, c'est à force d'en parler que ça me revient. Après, au lycée, je sais que j'achetais du style des briquets, des trucs comme ça. Bon, jamais de drogue, mais des briquets, je les revendais. Enfin, j'achetais en masse et je les revendais. Donc, on va dire que c'était un peu le premier truc entrepreneurial. Et puis après, je me suis intéressé pas mal aux paris sportifs, mais pareil dans une optique de pas faire comme tout le monde, pas faire du gambling. Donc je pariais sur des bookmakers hors argel, donc à l'étranger, pour avoir des meilleures cotes. Donc dans tout ce milieu-là. Et puis j'ai toujours continué ça petit à petit jusqu'en 2020 à peu près quand je suis allé full crypto. Et puis après, je sais que j'ai fait un petit peu d'entrepreneuriat entre guillemets, à essayer de montrer une petite marque sur les réseaux sociaux, à vendre une petite formation marketing, des trucs comme ça. Au final, je suis jamais allé au bout. C'est juste, j'ai appris le process et puis je laissais tomber derrière, mais au moins j'apprenais un petit peu. Et après, c'est vraiment crypto quand je suis arrivé en master où là, ouais, c'était full crypto et en plein bull run, donc je faisais beaucoup d'argent à cette époque. Ouais, ok, j'allais te demander, c'est où que t'as fait le plus d'argent? C'est dans les cryptos? Bon, je pense que oui. Et donc, du coup, maintenant, actuellement, tu peux nous expliquer ce que tu fais en ce moment? Ouais, carrément. Du coup, la crypto, c'est vraiment ce qui m'a fait exploser. Pour parler chiffres et je m'en cache pas forcément sur mes réseaux sociaux. Sauf maintenant, j'ai décidé que depuis en 2024, j'ai arrêté de montrer mes chiffres parce que ça devient. Enfin, j'aime pas faire de l'incitation, je préfère faire de l'éducation. Et en plus de ça, d'un point de vue légal, sécurité, etc. J'estime que c'est mieux pour moi et j'ai plus rien à prouver. Ou à l'époque, fallait que je prouve quelque chose un petit peu sur les réseaux. J'avais lancé ma chaîne YouTube en 2020, justement, puisque je trouvais personne qui arrivait à partir de rien en investissement et à générer beaucoup d'argent. Donc je me suis dit, si un jour je deviens riche, au moins ça sera documenté. Donc vraiment, sur ma chaîne YouTube, on peut trouver depuis 2020 des vieilles vidéos. Et du coup, concrètement, ouais, 2020, je suis parti avec de 4000 euros. Et la première année, j'ai fait 4000 euros, tout 100 000 euros. Donc une belle performance. Et l'année d'après, du coup 2021, j'ai fait 100 000, tout 1,8 million. Donc très belle performance aussi. Et puis après, Bear Market, où là je suis redescendu à 500 000 euros. Donc voilà, ça fait des montagnes russes. Ça fait évoluer, grandir très vite. Et puis ça donne aussi accès à des deals, des parties business. Enfin, tu rentres dans le monde du requin, clairement. Je pense que c'était le monde que je voulais toujours atteindre. Et quand tu l'atteins, tu dis putain merde, j'aurais dû faire les choses autrement comme d'habitude. Mais voilà, j'ai évolué pas mal. Et aujourd'hui, au final, j'ai survécu un petit peu au bear market sur ces 2 dernières années. Et aujourd'hui, je continue tout ce qui est création de contenu d'un point de vue public, ce que je monte sur les réseaux. Donc, je travaille beaucoup. Enfin, sur YouTube, je suis à fond là. Je sors une vidéo tous les 3 jours depuis presque un an.
J'ai une seconde chaîne YouTube aussi où je parle plus d'épines crypto, donc un narratif spécialisé. J'ai mon livre, donc voilà, j'ai toute cette partie émergée de l'iceberg où je partage sur mes réseaux sociaux. Clairement, c'est pas du tout là où je gagne de l'argent, mais ça me donne une légitimité pour faire des partenariats, travailler avec des business derrière. Donc on va dire où je fais mon business, c'est surtout sur des projets où j'investis dedans. Je m'y implique aussi en tant qu'advisor, on pourrait appeler ça comme ça, en tant que business angel, où je les accompagne sur, ça peut être des levées de fonds, ça peut être mettre des mots simples sur ce qui est compliqué, donc tout ce principe-là. Mais voilà, petit à petit, au final, quand tu commences un petit peu dans le mass market, donc présenter tout ce que tu fais sur YouTube, etc., bah, t'apprends un petit peu tout par toi-même. Après, tu te rends compte que la gestion des communautés, c'est très compliqué. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de YouTubeurs qui perdurent. Parce que même moi, là, ça fait 4 ans que je fais des vidéos sur ma chaîne principale. Je suis que à 4600 abonnés. Je sais pourquoi. Et ça me dérange pas parce que je fais pas du mainstream et je dis pas top 10 des crypto-monnaies qui vont exploser. Je préfère apporter de la valeur dans mes vidéos. Mais du coup, ça fait que j'ai pas beaucoup d'abonnés. Et le nombre d'abonnés, le nombre de vues, bah, c'est ce qui est gratifiant. Et si t'as pas de gratification, bah, généralement, tu laisses tomber. Mais comme moi, c'est pas là où je fais mon business, bah, je continue de construire tout ça et je suis persuadé que dans 5 ans, je verrai en arrière, ah ouais, j'ai fait 1000 vidéos constructives où j'apporte quelque chose. Et là, je serai fier. Ouais, c'est un bon résumé. En plus, tu dois avoir quand même une audience qui est vraiment bien qualifiée. Et du coup, oui, je pense même si t'as moins de vues au final sur ton compte YouTube, effectivement. Ouais. Et comment t'es arrivé dans le monde des investisseurs que tu nous parlais justement précédemment? Bah, par hasard, hein, puisque de base, j'ai pas de réseau. Donc, j'ai commencé à investir. À l'époque, en 2020, il n'y avait pas beaucoup de créateurs de contenu. Je me suis dit, tu sais quoi, on va essayer de lancer ça. Et en fait, quand tu es créateur de contenu, tu es idéalisé sur des événements, peu importe. Euh, je sais pas, c'est comme si tu parles à un millionnaire, un milliardaire, bah, tu vas dire, OK, il est pertinent, donc je dois apprendre ce qu'il me communique. Bah, c'est un peu le même principe sur YouTube, si tu as une communauté. Alors beaucoup plus avant, maintenant tout le monde fait un petit peu des vidéos comme ça, mais on se dit, ah ouais, le mec, il est célèbre, entre guillemets. Du coup, ça t'apporte pas mal de business, de visibilité, de légitimité. Donc c'est comme ça, en présentant les choses dans ma chambre, assis devant ma télé, que il y a des personnes qui sont venues vers moi je suis venu vers d'autres personnes, et puis petit à petit on a évolué ensemble sur différents projets. Donc c'est vraiment le fait de se médiatiser qui apporte quand même pas mal de business, j'ai envie de dire, même si tu as beaucoup d'inconvénients derrière, ça participe à mon évolution. Ouais, c'était un petit peu ton CV 2.0 en fait, tout ce que t'as fait. C'est comme ça que tu t'es fait un réseau. Les gens sont venus à toi comme ça en fait. C'est ça complètement, ouais. Ok, moi je voulais revenir aussi sur le Dépine pour expliquer pour les gens qui nous écoutent. Peut-être que vous savez pas vous qui écoutez ce que c'est le Dépine, l'écosystème en tout cas. Donc si tu pouvais nous expliquer, parce que tu nous en avais un peu parlé au début de l'introduction. Ouais. Donc le DePIN, c'est en français, c'est un réseau physique décentralisé. Concrètement, faut le voir un petit peu comme une box Wi-Fi. C'est un composant hardware, donc on va dire que c'est un petit boîtier. Je grossis hein, vraiment le truc, mais c'est un petit boîtier que tu mets chez toi et ça permet de décentraliser ce qui se fait aujourd'hui. Concrètement, aujourd'hui, tu as Amazon Web Services, c'est les plus gros fournisseurs en termes de serveurs. Mais avec l'expansion de l'IA depuis 2 ans, où tout explose, eh bien, l'IA a besoin de plus en plus de puissance pour se déployer. Mais dans les serveurs actuels d'Amazon, notamment, il n'y a pas assez de puissance. Donc, la solution du narratif d'Epine, c'est de proposer, on va dire, de la puissance inutilisée du particulier. Donc, que ça soit via une box, via ton ordinateur, via ton téléphone, tu peux partager de la bande passante, héberger un réseau d'objets connectés, enfin, tout ce qui touche au réseau d'infrastructures Internet, cloud computing, etc. Bah, c'est un peu ça le Dépine. C'est vraiment, t'as un truc centralisé Amazon qui fonctionne à peu près, sauf qu'avec l'expansion de l'IA, eh bien, ça n'arrive plus à suivre la cadence. Du coup, tu es obligé d'aller prendre ressources chez le particulier, et c'est pour ça qu'on parle d'infrastructures physiques décentralisées chez le particulier principalement. Ouais, je pense que tu as bien résumé pour ceux qui connaissaient pas le terme. Et même si t'es pas vraiment connaisseur pour ceux qui nous écoutent, je pense que ça a été assez clair. Du coup, pour tes projets futurs, est-ce que tu as quelque chose ou tu continues sur la même lancée?
Bah, du coup, sur le narratif d'Épine, j'ai envie de dire, ça fait il y a 6 mois, je comprenais rien parce que je creusais pas et puis on était en bear market, donc il y a pas grand chose à faire. Et du coup, j'ai eu l'opportunité qui a failli me passer sous le nez, j'ai envie de dire, d'investir dans une boîte. Bon, je vais pas te citer de nom, mais sur ma chaîne, j'en parle pas mal. D'investir dans une boîte en grand lien avec le narratif d'Épine. Et j'ai envie de dire, c'est même une infrastructure qui héberge tous les autres projets d'Épine. Donc on est vraiment sur des layers inférieurs, des couches inférieures, qui font que d'un point de vue business, rentabilité et résilience, c'est le business incroyable. D'ailleurs, c'est mon plus gros investissement que j'ai jamais fait dans une boîte. Et du coup, pour investir autant, eh bien, j'ai dû creuser. Donc, j'ai dû m'intéresser. Moi qui de base suis plutôt du côté financier, j'ai dû me coller cette partie tech, cette partie deep tech, donc de la tech d'infrastructure, aller plus en profondeur dans les couches pour essayer de tout comprendre. Je comprends pas tout, mais par contre, je sais démocratiser et parler à monsieur tout le monde, donc expliquer des choses compliquées de manière plus simple. Donc voilà, ça fait 6 mois, on va dire, je me spécialise un petit peu sur le dépine. Je veux pas en dire trop, mais je vais être potentiellement un gros acteur sur le narratif d'Épine d'un point de vue médiatisation, événements, sur tout ce qui se passe en Europe. Donc c'est pour ça que, comme tu l'as dit tout à l'heure, je me refais un branding plutôt neutre sur ma seconde chaîne YouTube, qui est Crypto d'Épine France. Là où sur ma chaîne principale, Elliott EPF, bah, je parle investissement, expatriation, business. Du coup, c'est des avis assez tranchés que je donne. Bah, je me dois d'avoir une image un peu plus neutre sur une niche très localisée qui est le dépine. Donc c'est pour ça que j'ai lancé cette nouvelle chaîne YouTube. Et le but, c'est que comme je vais commencer à être connu dans ce milieu-là d'ici 1 à 2 mois, en fait, il faut que je charbonne sur les vidéos pour avoir une image de marque et de la légitimité. Donc là, en tout, on a une vidéo tous les 2 jours presque, donc ouais, 3-4 par semaine. Donc on charbonne bien sur cette chaîne, quoi. Ouais, je vous invite tous à aller voir sa chaîne YouTube pour en savoir un petit peu plus sur tout ça. Et le dépine, du coup, c'est lié à la blockchain et aux crypto-monnaies ou pas spécialement? J'avais un petit doute. Je veux bien si tu peux me préciser. Pas forcément. Après, en fait, j'ai envie de dire, tous les projets, ils ajoutent du marketing avec des mots compliqués. Du style, avant, tu avais plein de projets random, et en fait, ils rajoutent IA, donc intelligence artificielle, dans leur projet. Et là, comme par hasard, le projet, il est miraculeux. C'est un peu le même principe pour le dépine. Je pense que ça va arriver, où tu as plein de projets qui sont pas forcément dépine, ou alors une toute petite partie, et qui se disent d'épine. En soi, si on prend le mot d'épine, c'est les infrastructures physiques décentralisées. Donc, c'est Web3, j'ai envie de dire à 60%, parce qu'il peut y avoir des projets qui ne sont pas Web3, comme celui dans lequel j'ai investi, mais qui a choisi de se déployer sur le Web3. Mais il peut très bien se déployer sur le Web2. Donc en soi, Dépine, c'est pas forcément Web3, mais il y a un grand lien quand même parce que on parle de décentralisation, de récupérer, on va dire, la main sur nos datas qu'on fournit. Donc voilà, ça, c'est pas directement lié, mais c'est un grand lien. Et tu parlais d'IA justement, est-ce que toi tu t'en sers? Et si oui, pour quelle tâche? Alors oui, d'ailleurs, je pourrais vous partager un site qui est incroyable. Bon, soit je l'utilise si j'en ai besoin, mais pas forcément, pas tout le temps. Le site, bon, je vous l'ai enverrai, je crois que c'est Globe Explorer. Et en gros, c'est une sorte d'IA qui t'affiche des schémas qui va chercher sur Internet. Donc en gros, tu mets apprends-moi ce que c'est d'épine et elle va te faire sommaire, intro, plan, conclusion avec plein de schémas. Donc en un visuel, en 2 minutes, tu comprends un sujet qui t'aurait pris beaucoup plus de temps à lire, à aller chercher des infos. Là, c'est vraiment une IA qui récupère toutes les informations sur Internet, tac, ils te le mettent dans un schéma et tu comprends tout d'un coup. Donc on va dire aujourd'hui, c'est le seul truc que je me sers parce que justement, le dépine, c'est très tech. Je comprenais rien, donc fallait que je comprenne rapidement, donc j'ai creusé comme ça. Ouais, ouais, c'est incroyable. T'as quelque chose à rajouter toi, Mehdi? Pas pour cette partie, mais j'avais juste une question qui est liée aux crypto-monnaies et aux monnaies qu'on connaît, donc l'euro par exemple. Est-ce que tu penses que petit à petit, elles vont perdre en valeur? Pour par exemple que le Bitcoin, les crypto-monnaies les plus connues vont un petit peu prendre le dessus et plus de valeur, comment dire, auront plus de poids dans l'économie que nos monnaies qu'on connaît comme l'euro, le dollar, etc. Alors dans ta question, il y a plusieurs réponses, on va dire.
plusieurs layers de réponses en fonction de où est-ce que tu veux creuser. Mais en gros, donc ta question, c'est surtout sur la valeur. Donc, en gros, ce qu'on appelle un investissement, il y a plusieurs layers. Un investissement peut être une monnaie d'échange. Pas un investissement, mais plutôt ton patrimoine. Ton patrimoine, tu vas le qualifier en soit tu as une monnaie d'échange, donc ça veut dire que tu as besoin, je sais pas, peu importe, t'as 10 000 euros, comment tu les dispatches? Si tous les mois tu dois payer tes charges, tu dois avoir quelque chose en monnaie d'échange. Tu peux aussi avoir une partie qui est en réserve de valeur, on pourrait appeler ça comme ça. Et tu peux avoir quelque chose qui est plus pour viser l'expansion. Mais du style, là, moi j'écoute pas mal Charles de Ripper qui en parlait, un grand économiste assez extrême. Mais en gros, il prenait comme exemple les pierres précieuses, où les pierres précieuses, c'est une sorte de réserve de valeur, mais une pierre, par exemple, il y en a une petite qui peut valoir, je sais pas, 10 000 euros, et une autre, à la même taille, elle peut valoir 500 millions. Et le truc, c'est que ça reste une réserve de valeur, mais tu ne peux pas vraiment l'échanger, tu peux pas tous les jours payer, parce que tu vas pas la couper en deux, enfin c'est compliqué. Donc ça reste une réserve de valeur, mais si tout se casse la gueule, bah oui, ça reste ta réserve de valeur et t'es toujours safe. Après, t'as tout ce qui est monnaie fiduciaire, donc euro-dollar, qui eux sont des monnaies qui permettent d'être échangées. Pour autant, le mec qui se dit j'investis dans l'euro ou j'investis dans le dollar pour me sécuriser, bof, c'est pas ouf puisque t'as l'inflation derrière. Et l'inflation, bon, c'est pas compliqué de trouver des schémas qui montrent que tu perds pas mal d'argent. D'ailleurs, je suis tombé sur un schéma très récemment qui comparait l'euro face au Bitcoin et le dollar face au Bitcoin, où en gros, l'euro face au Bitcoin, le Bitcoin a atteint son ATH, donc son point le plus haut sur l'euro avant le dollar. Pourquoi? Parce que depuis le dernier bull run, eh bien, l'euro a perdu plus en valeur que le dollar. Alors ouais, c'était un schéma explicatif comme ça, où là, on comprend que le Bitcoin a retrouvé son point haut sur l'euro par rapport à l'euro avant le dollar. Donc là, tu te dis, ah ouais, au final, il y a un truc que j'ai pas compris dans l'économie, tu vois, tu bugs un petit peu. Et ouais, clairement, parce que tu as des systèmes d'inflation différentes entre l'euro et le dollar, entre les différentes banques centrales. Alors qu'on tourne cette vidéo, on est à peu près à un mois du halving. Et donc justement, pour vous qui regardez la vidéo, vous êtes peut-être déjà dans la période du halving. Bon, on sait trop peu, on sait que ça va tomber mi-avril, fin avril à peu près. Donc je pense que la vidéo sera sûrement sortie. Je voulais te demander justement, toi, quel est ton avis par rapport à ça? C'est une prédiction de prix. Non, après, bien sûr, tout ce que je dis, ça reflète que mon avis. Moi, jusqu'à maintenant, de toute façon, il faut faire attention en tant qu'investisseur de pas avoir de biais psychologiques qui valident et te met en confiance pour pas te surexposer. Mais moi, je suis clairement exposé à, tout mon capital liquide, c'est en crypto, clairement. J'ai 0 euros. Le reste, c'est des startups, donc encore moins liquide. Enfin bref, je suis vraiment un profil de risque assez particulier. En gros, ce que j'avais vu, c'est que en gros, soit on tapait Bitcoin. Du coup, il y a eu déjà Bitcoin, l'ETF Bitcoin. Donc là, ça a réagi comme je le pensais, c'est-à-dire que le Bitcoin a dump, les altcoins ont un peu rattrapé leur retard. Mais au final, après, le Bitcoin a continué à leader le marché, donc à prendre plus de valeur. Là, ce que je pense, en tout cas ma vision, et je suis positionné comme ça dessus, c'est que je pense qu'avec l'ETF ETH, qui peut-être arriverait avant le halving, eh bien les altcoins peuvent reprendre un petit peu de force. Donc ETH aussi. Avec le halving Bitcoin, en fait, il faut vraiment le but des marchés financiers, c'est de détruire l'investisseur particulier. Donc si sur le halving, il y a tout le monde qui pense que ça va aller to the moon, il va y avoir une grosse correction pour que ça corrige. Après là, on est vraiment entre deux, avec tous ceux qui se disent au halving ça va dump, c'est sûr, donc faut anticiper ça, et ceux qui se disent en fait là dans les médias, je crois il y a BFM Business peut-être qui ont parlé du Bitcoin à 72 000, mais ils disent ouais attention, faut pas acheter ou je sais pas quoi. Donc tous les médias sont pessimistes, mais les médias mainstream, donc ça indique potentiellement que ça va aller vers le haut. Donc en soi là, franchement je suis vraiment j'ai pas d'avis défini.
Et en plus de ça, je suis pas là à me poser la question tout le temps, et c'est comme ça qu'on investit de manière la plus efficiente. C'est que comme j'ai mes business à gérer, je peux pas être tous les jours derrière mon écran à regarder les courbes, et puis c'est contre-intuitif. J'ai ma stratégie, je l'applique, et de toute façon là je suis positionné à 100% en crypto, je peux pas mettre plus. Alors oui, je pourrais mettre moins, mais pour moi on est vraiment à l'aube, ou en tout cas on a entamé le bull run, mais on est à l'aube que ça se développe pas mal, donc j'ai aucun intérêt à retirer, quoi. Ouais, pour résumer, t'es plutôt optimiste en vue du halving. Ouais, c'est ça, ou enfin peu importe, même si au halving Bitcoin il fait moins 30%, bah, ça reste dans ma stratégie, donc je vais pas vendre, je vais pas racheter, ça va continuer comme ça. Mais je pense que oui, d'ici un an, on sera à un prix supérieur à aujourd'hui largement. Ouais, ok. Qu'est-ce que tu te dirais à ton toi de 16 ans si tu le voyais avec le vécu que t'as actuellement? Ça, je me suis fait la réflexion il y a pas longtemps, où en gros, et c'est ce que j'ai toujours vu, et au final ça marche à peu près. Tu construis tous les ans tes compétences, tes skills, t'évolues avec des rencontres, etc. Et au final, faut pas se presser. Il y a deux réponses, on va dire. Oui, faut que je me presse d'un point de vue à faire suffisamment d'argent pour être libre financièrement. Et quand tu es libre financièrement, tu es un peu plus confortable, donc tu peux passer le temps que tu as besoin pour te former et développer des projets. En gros, au bout d'un moment où tu arrives à une suffisance financière du style tu peux vivre un an sans travailler, je pense que là, tu es dans une position confortable pour te former à fond et déployer un projet à fond. Et sur mon parcours, je me suis pas mal dispersé, mais ça fait aussi partie de l'évolution, de se disperser pour savoir où est-ce qu'on veut aller. Et du coup, la finalité, c'est que clairement, depuis le début, j'aurais dû plus me focus à vraiment faire une seule chose, et une seule chose qui me plaît, mais je l'aurais pas su à l'époque. C'est vraiment, on va dire, finance, on va dire Web3, etc. Donc vraiment focus là-dessus. Et si tu arrives à créer un personal branding, si j'avais créé un personal branding depuis mes 16 ans à aujourd'hui, laisse tomber, parce que c'est tellement puissant de créer un média, une image de marque, que derrière les portes s'ouvrent à toi vraiment toutes seules. C'est vraiment pour moi l'asset le plus résilient aujourd'hui, c'est de te créer un personal branding, parce que imaginons, je prends l'exemple, je perds tout du jour au lendemain, eh bien j'ai des compétences, et ces compétences je peux les monétiser. À qui je les monétise? À ma communauté potentiellement. Si je dois faire n'importe, je dois vendre une formation sur l'éducation financière ou je ne sais quoi, je peux le faire. Aujourd'hui, je le fais pas parce que, on va dire, je suis confortable dans mon patrimoine, donc j'ai pas besoin de faire ça. Mais si jamais j'en ai besoin, je peux, parce que j'ai ma communauté qui me suit, qui me font confiance depuis plusieurs années, parce que je suis assez pertinent et j'apporte de la valeur gratuitement déjà. Ouais, c'est important de parler du personal branding. En plus, tout à l'heure, tu parlais de Théophile Elliott, et en plus de ça, il a vendu ses actifs qu'il avait construits autour de lui. Quelle somme, peu importe, mais comme quoi ça peut se revendre par la suite. Et pour faire la petite transition, est-ce que tu as une personne qui t'a inspiré ou que tu apprécies vraiment, si t'as pas d'inspiration? Franchement, pas plus que ça, parce que j'ai toujours essayé de chercher un mentor jusqu'à ce que je me rende compte, et je me rends de plus en plus compte, même aujourd'hui, c'est que en fait, il n'y a pas plus pertinent que toi-même pour savoir ce que tu as envie de faire et où aller. C'est vrai qu'avoir une image où tu peux te référer, ça t'aide à avancer. Moi, j'aime pas le titre de mentor, mais on va dire j'ai pris en stage des personnes en mode tous les jours pendant 2 semaines avec moi. On a avancé les deux. Moi, j'ai appris à manager, lui, il a appris de moi, et ça permet d'avancer très très rapidement. Mais après, figure comme ça, franchement, vraiment pas grand monde, et plus j'avance, plus je me dis ouais, au final, il y a toujours un truc qui va pas, une valeur où je me ressens pas. Donc au final, non, on reste sur ma personne un peu introvertie, où il y a que moi qui compte pour évoluer, puisqu'il n'y a pas meilleur conseil que l'expérience. Ok, on va passer à un sujet plus détente. Est-ce que tu as des passions en dehors du travail? En soi, pas plus que ça, tu vois. Après, tu as cette image du mec qui fait rien d'autre que travailler. Mais en fait, si ton travail, c'est ta passion, tant mieux. Du style, là, je suis expatrié en Estonie, et quand je voyage, tous mes voyages, c'est parce que je fais des événements. Mais sur l'événement, je rencontre du monde qui ont les mêmes ambitions, les mêmes valeurs,
partagent les mêmes projets que moi. Donc au final, c'est là où je me sens bien. Donc ça tourne autour du travail, mais mon travail, c'est ma passion également. Après, ce que je peux rajouter, c'est que, et ça, je le montre vraiment sur aucun réseau social. Pourquoi? Parce que j'ai aucun intérêt. Hein. Tout ce qu'on montre en ligne, soit c'est pour se la péter, avoir une reconnaissance, ou soit c'est pour apporter de la valeur. Moi, c'est plutôt apporter de la valeur. Mais par exemple, je vais à la salle tous les jours depuis des années. Là, comme j'ai dit au début, j'ai un coach en biohacking et on évolue ensemble et c'est vraiment très poussé du style. Par exemple, je ressens très peu le stress, donc très peu la cortisol, donc mon corps se met jamais au repos complètement. Mais du coup, je peux arriver sur des phases où je charbonne à fond et après petit burn-out psychique et physique parce que mon corps il s'est pas mis au repos. Donc on va me forcer à mettre au repos de temps en temps pour forcer mon corps à récupérer. Enfin bref, c'est un coaching qui va vraiment très très loin. Et voilà, donc je suis focus sur entre ma routine biohacking, musculation, focus travail, et puis là en plus on est potentiellement plein bull run avec la société avec laquelle je bosse. Donc c'est vraiment c'est pas le moment de se donner à des nouvelles patients et essayer d'autres trucs quoi. Ouais, bien sûr. Et justement, tu parlais de routine. C'était la deuxième question, justement. Ta routine, en ce moment, par exemple, comment tu la gères? Et ta routine, est-ce que c'est vraiment inscrite ou c'est quelque chose que tu fais un peu feeling? Non, moi zéro routine. Euh, et d'ailleurs en Estonie, on est pas mal à se demander les uns aux autres, ah c'est quoi ta routine pour savoir. Au final, enfin ça diffère tellement et il n'y a pas de truc très précis. Faut le faire en fonction de ses besoins. Moi, j'ai toujours été plus dans le chaos un petit peu où, voilà, dans la journée, je me mets des blocs, des trucs à faire dans mon calendar. Et en gros, si ça, je l'ai pas fait à l'instant T, je vais le déplacer pour essayer que ça rentre dans ma journée ou sur un autre jour. Après, en ce moment, là, je te dis depuis, allez, 2 semaines, je fais peut-être 8-10 appels par jour avec des partenaires, des investisseurs. Donc là, c'est un peu particulier, mais c'est pas une période qui va durer. Mais voilà, faut que je m'adapte aussi en fonction de ça. Ou des fois, j'ai des journées de 10 heures, je fais 10 appels. Je peux pas aller au sport, je peux à moitié manger. Donc j'essaye de faire au mieux, puisqu'il y a rien qui t'apprend à gérer au mieux ton calendar quand tu bosses pour toi, que le projet compte, que tu es en plein bull run. Donc faut faire au mieux pour que tout coordonne. Ouais, bien sûr, complètement. Ok, merci pour tes réponses. Est-ce que tu aurais une personne à nous recommander pour les prochains épisodes? Écoute, là, du coup, je pense à mon coach, Andrea. Donc, je peux vous mettre en relation et il a, on va dire, il se renouvelle dans le parcours entrepreneurial où là, vraiment, en fait, moi, je suis un peu bêta-testeur pour son offre biohacking et en fait, il y a beaucoup de pertinence sur tout ce qu'il raconte. Moi, je préfère lui demander conseil à lui qu'à un médecin pour te dire, enfin, il est tellement poussé. Il a sa chaîne YouTube, podcast, etc. Donc, en vrai, ouais, Andrea, je pense que ça va être très intéressant d'échanger avec lui. Ouais, avec plaisir. Complètement. Et comment les éditeurs peuvent te suivre? Sur YouTube, c'est Elliot EPF. Et ensuite, Instagram, Elliot PF. Pareil, Twitter, c'est Elliot PF. Et puis, ma chaîne YouTube Crypto d'Épine France aussi. Et puis, mon livre sur Amazon, on peut mettre Elliot EPF et on le trouve directement. Ok, vous pourrez retrouver plusieurs liens dans la description pour suivre Elliot. Est-ce que tu aurais un mot de fin pour les éditeurs? Je pense le plus important, c'est vraiment passer à l'action. Peu importe dans quel domaine, vous allez toujours apprendre. Et le but, c'est que en lançant cette roue d'inertie, de se lancer, de faire la chose qu'on n'a jamais osé faire, eh bien, ça ouvre des portes, on rencontre du monde. Et aussi aller sur des événements, peu importe l'événement, que ce soit du networking, de l'immobilier, même si vous en faites pas, peu importe, ça va vous ouvrir l'esprit, vous allez rencontrer du monde qui aime entreprendre de n'importe quelle façon. Donc ouais, clairement aller sur des événements. Le message est passé. Merci à toi, Elliot. Ciao.